Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième cours de philosophie générale portant sur la notion de politique. Aujourd'hui, je vous propose de faire avancer notre réflexion sur l'exercice du pouvoir politique en mobilisant Rousseau afin de questionner la possibilité d'une souveraineté du peuple. En effet, jusqu'à présent, on s'est interrogé sur les perspectives qui rendaient nécessaire l'absence de pouvoir réel accordé au peuple. On a vu notamment avec Platon, Hobbes et Machiavel que les hommes étaient dangereux pour eux-mêmes et que c'est dans cette perspective qu'il était nécessaire qu'un seul homme les gouverne et fasse autorité par les lois qu'il institue afin de préserver le bien commun, la stabilité et la sécurité au sein de l'État. Cependant, même si l'on s'est interrogé sur les critères qui rendent tel homme plus légitime que les autres dans l'exercice d'un pouvoir politique, qu'il s'agisse de sa grande sagesse pour Platon ou de son habileté purement technique pour Machiavel, on est tombé sur un problème réel qui est celui de la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'un seul individu. En effet, on est dans une impasse car d'un côté, le peuple ne possède pas l'autonomie et l'instruction qui lui permettraient de se gouverner tout seul, mais d'un autre côté, ce pouvoir politique peut à tout moment dégénérer en pouvoir tyrannique ou arbitraire, du fait que celui qui gouverne ne soit pas un dieu et soit sujet à la corruption ou à ses propres intérêts privés. En fait, pour le résumer, le problème que l'on retrouve du côté du peuple, lié à son intempérance et à son absence d'autonomie, pourrait à un moment donné se retrouver du côté du dirigeant. Et justement, un des arguments que les démocrates, on va dire, défendent par rapport aux souverainistes ou à ceux qui ont une conception du pouvoir comme quelque chose de privé et d'absolu, c'est que il y a plus de chances qu'on sache ce qui est conforme à l'intérêt commun en concertant un certain nombre d'individus, en l'occurrence le peuple, qu'un seul homme. Bon, mais ça c'est quelque chose qu'on a remis en question avant, mais on va voir justement si on peut réhabiliter ou pas le peuple à ce niveau-là. Donc à quelles conditions l'intérêt du peuple peut-il être préservé si ce dernier ne gouverne pas réellement? Eh bien justement, Rousseau a une réponse très simple, dans un premier temps en tout cas, à cet épineux problème. L'intérêt du peuple ne peut pas être préservé durablement si celui-ci n'est pas souverain, si c'est un seul homme qui le gouverne justement. Que faut-il comprendre par là? Est-ce que Rousseau est un dangereux anarchiste? Et est-ce que celui-ci veut se passer de toute structure étatique avec un dirigeant à la tête de l'État? Eh bien, c'est vraiment complexe, et c'est ce point qui va nous intéresser à présent, mais sans trop spoiler, non, Rousseau n'est pas un anarchiste, un démocrate de l'extrême, à la limite dans une certaine mesure, et encore. Bon, avant de développer ce point au sujet de la souveraineté possible du peuple chez Rousseau, il faut que je vous dise quelques mots sur les présupposés sur lesquels repose sa théorie. En effet, d'une part, Rousseau a sa propre conception de la liberté et du rôle que doit jouer le droit dans l'encadrement de celle-ci, et d'autre part, Rousseau fonde sa théorie sur une critique de la méthode qu'a employée Hobbes un siècle auparavant pour bâtir la sienne. Concernant le premier point, on va d'abord voir le premier point puis l'autre avant d'en venir à sa théorie politique. Rousseau nous explique dans ses lettres écrites de la montagne, la huitième lettre notamment, que faire ce qui nous plaît revient bien souvent à faire ce qui déplaît à autrui. Pour le dire autrement, quand je fais ce que je veux, il y a de fortes chances que mon intérêt se heurte à celui d'une volonté contraire à la mienne. Je prends quelques exemples triviaux pour apporter un peu de légèreté au contenu. Si j'écoute de la musique avec le son à fond à minuit, il y a de fortes chances que ça ne plaise pas à ma compagne ou à mes voisins. Si je prends toute la place en étendant mes jambes dans le tramway ou le train, ça me fera plaisir, mais il y a des chances que ça ne plaise pas à ceux qui aimeraient bien s'asseoir. Bon, ce point-là est donc assez simple à comprendre, il me semble. On ne peut pas faire en permanence ce qui nous plaît sans tomber sur un os, sans rentrer en conflit avec autrui, tôt ou tard. L'autre point décisif qui permet de comprendre en quelle perspective Rousseau écrit le contrat social, œuvre majeure dont on va parler aujourd'hui, se situe dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et est exposé également au début de son contrat social par ailleurs. Il s'agit de la critique que Rousseau effectue au sujet de ce que l'on appelle un droit du plus fort.
En effet, pour le résumer, il y a un paradoxe et même une contradiction dans le fait de parler de droit du plus fort, selon Rousseau, dans la mesure où la force ne fait pas droit. On ne peut pas se dire libre dès lors que l'on exerce sa force afin d'obtenir ce que l'on souhaite. Cette théorie était défendue par Calliclès, enfin la théorie du droit du plus fort, dans le Gorgias de Platon notamment, et par Thrasymach au livre 1 de la République, si vous voulez avoir un aperçu plus développé de ce point. En effet, penser la liberté sans loi, c'est nécessairement se remettre à un droit arbitraire, à se faire justice soi-même, et à obtenir ce que l'on souhaite par le seul recours à la force. Si je veux écouter de la musique à minuit, je n'ai qu'à assommer ma compagne et mes voisins, par exemple. Sauf que justement, d'après Rousseau, la force repose sur le fait et non sur le droit. Un fait peut toujours être invalidé par un autre fait, tandis que le droit ne peut pas être invalidé par un fait, ce dernier ayant une fonction normative et régulatrice. Pour le dire autrement, si je possède un bien et que l'État garantit ma propriété exclusive de ce bien, je peux toujours demander une réparation des dommages que j'ai subis en cas d'atteinte à ce bien. S'il n'y a pas de loi, je dois recourir à la force pour conserver ce bien si on veut me le prendre. Sauf que la force ne fait pas droit car c'est un fait. C'est un fait que, par exemple, l'homme soit en moyenne plus fort que la femme, mais ça ne justifie pas en droit que celui-ci recourt à la violence pour lui faire du mal. Par exemple, dans la fable du loup et de l'agneau de La Fontaine, le loup va chercher toutes sortes de raisons qui justifient de manger l'agneau. Il a troublé son sommeil, il l'a importuné par sa présence, etc. Et quand l'agneau lui fait comprendre qu'il se trompe et que les raisons qu'il invoque pour se donner le droit de le manger ne sont pas légitimes et fausses, le loup finit par ne plus argumenter et par manger l'agneau précisément parce qu'il s'est rendu compte que le fait qu'il ait faim et qu'il ait la possibilité de le manger suffisait à justifier le fait de le manger, justement. Néanmoins, tout comme dans la théorie de l'état de nature de Hobbes, personne n'est fort suffisamment longtemps pour rester toujours le plus fort. C'est aussi pour ça que la force ne fait pas droit, car elle peut toujours être invalidée par une force contraire et arbitraire. Pour reprendre mon exemple trivial précédent, si je veux écouter de la musique à minuit avec le son à fond, et que j'assomme ma compagne et mes voisins pour cela, il faudra sans doute également que j'assomme les forces de police qui, qui- sachant que les voisins auront sans doute eu le temps de les prévenir, et au bout d'un moment, je vais bien finir par me faire arrêter ou être contraint d'assommer tout le monde, et c'est sans fin. Bon, on peut donc, d'après Rousseau, on peut pas fonder le droit sur la force, car la force est arbitraire et limitée. En plus, à un moment donné, elle est invalidée par une force contraire qui va la surpasser d'un point de vue factuel, tandis que le droit, une fois qu'il entre en vigueur, s'applique à tout citoyen sans distinction et donne une garantie à la liberté humaine. Toutefois, il y a une objection possible à laquelle justement répond Rousseau, c'est le fait que précisément le droit soit arbitraire au même titre que l'exercice d'une force qui serait vectrice d'une certaine inégalité au niveau factuel. En effet, Rousseau dit à ce propos qu'une loi qui accorderait toujours plus de liberté aux riches et d'entrave aux pauvres n'est pas une loi juste. Dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, notamment, c'est là qu'il défend cette idée, on peut se demander justement à quoi ça sert d'adhérer aux lois si celles-ci ne sont que le prolongement d'un fait, c'est-à-dire d'une force, d'une volonté de domination d'une classe sociale par une autre. Cette critique que l'on retrouvera plus tard chez Marx est bien présente chez Rousseau, justement, qui à bien des égards a partiellement inspiré l'idéologie communiste par ailleurs. Il dit que si les lois résultent d'une volonté arbitraire, elles ne peuvent qu'engendrer une inégalité entre les hommes au niveau factuel. Rousseau développe ce point en démontrant notamment que le droit de propriété n'a de sens que pour les plus riches, dans la mesure où il faut nécessairement posséder des ressources pour pouvoir en jouir. Si on ne possède rien, le droit de propriété, ça nous fait une belle jambe. Et également parce qu'être riche donne davantage de moyens de protéger nos ressources.
Hein, si je suis riche, bon, là ce que je dis c'est moderne, hein, mais j'ai davantage les moyens d'habiter une belle résidence avec un système d'alarme élaboré, etc. Bon, voilà. Donc, par conséquent, pour être libre pour Rousseau, il faut nécessairement que le droit représente la volonté du peuple et non celle arbitraire de quelques hommes, sinon ça ne sert à rien de passer ce que Hobbes nommait un pacte social si c'est pour perdre du même coup sa liberté en étant amené à obéir à des lois contraires à notre volonté. Hein, Rousseau dit la chose suivante, et il dit l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Bon, bah c'est un paradoxe ça. Pourquoi est-ce qu'il est né libre et pourquoi est-ce que, en naissant dans un état où il y a des lois, il s'avère qu'il n'est pas libre? Eh ben justement parce que être libre, c'est donc, comme le théorise Rousseau dès le livre 1 de son contrat social, obéir à la loi que l'on s'est soi-même donnée, que l'on s'est prescrite. On peut donc se demander comment ça fonctionne dans la mesure où l'on a vu que faire ce que l'on veut risque de donner lieu à des rapports de force inégalitaires et limités dans le temps. Comment concilier l'autonomie de chaque individu avec la nécessité de vivre dans un État avec des lois? Eh bien, en faisant en sorte que le peuple reste souverain, justement. Évidemment, la souveraineté du peuple n'a de sens pour Rousseau que parce que ce dernier ancre sa réflexion sur des présupposés qui sont opposés à ceux de Hobbes, dont il critique l'approche empirique par ailleurs. En effet, donc là j'en arrive au second point qui est nécessaire si je veux que vous compreniez la raison d'être de sa théorie. D'après Rousseau, Hobbes a opéré une confusion au niveau conceptuel, mais bon, ce point-là, je vais le développer plus dans le détail dans une autre vidéo, hein, pas de panique si jamais ça vous paraît un peu flou. Là, je vous donne vraiment le minimum nécessaire pour que vous compreniez. Donc, pour Rousseau, Hobbes a fait une erreur de méthode, c'est-à-dire que en fait, bon, d'une part, il a fait une erreur d'un point de vue conceptuel, d'autre part, il a fait une erreur de méthode. Là, c'est plus au niveau conceptuel que je vais insister. Il a fait une erreur parce que pour Rousseau, il a confondu deux choses, ce qui est premier et ce qui est primitif. En fait, il a fait l'hypothèse que l'homme à l'état de nature était naturellement dangereux pour son prochain, en observant à quel point celui-ci est méchant et égoïste en société, et il s'est dit, vu à quel point l'homme fait preuve d'un comportement grossier et primitif par intermittence, si on vivait sans loi, ça serait l'enfer, ça serait encore pire. Et on peut supposer que ce qu'il y a de premier comme penchant égoïste chez l'homme, eh bien, lui correspond à ce qui valait primitivement chez lui, à l'état de nature, et inversement, ce qu'il y a de primitif chez lui et ce qui était premier chez lui chronologiquement. Voilà. Donc, or, pour Rousseau, l'homme est doté de pitié par nature, ce n'est pas un loup pour l'homme, donc il est doté de pitié par nature, et il est innocent par nature, donc c'est la conception plutôt optimiste de la nature humaine que l'on a beaucoup critiquée chez Rousseau et que ce dernier défend dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Je décrirai l'état de nature plus en détail dans une autre vidéo parce que c'est pas le sujet principal de celle-ci. Mais bon, je suis obligé d'en parler si je veux vous parler de la souveraineté du peuple chez Rousseau, hein. Sinon, bon, il manque des pièces au puzzle forcément. Donc c'est la société qui l'a rendu méchant et égoïste, donc qui l'a dénaturé, hein, via une mise en concurrence généralisée avec son prochain. Dans l'état de nature que développe Rousseau, l'homme est innocent. Alors, il n'est pas gentil par nature, hein, il est innocent, je tiens quand même à le dire, parce que souvent les gens méconnaissent un peu Rousseau, ou lui font dire ce qu'il n'a pas dit, ou le simplifient à mort. Il dit pas, enfin, c'est oui, d'accord, si vous voulez, c'est un peu bisounours par rapport à Hobbes, mais c'est pas aussi schématique que ça. En fait, il est innocent, ça veut dire qu'il n'est ni bon ni mauvais. Vous voyez, voilà, c'est un peu plus subtil que ça quand même, Rousseau. C'est-à-dire, pour Rousseau, il est innocent, c'est-à-dire qu'il cherche seulement à survivre. Il se pose pas encore la question vraiment du bien ou du mal. Il aide son prochain s'il en a la possibilité, car il a une conscience morale qui lui fait ressentir naturellement de la pitié pour ce dernier, dans l'état de nature, vous voyez. Donc, c'est quand un homme a eu la fausse bonne idée, si on peut dire, de s'approprier un bout de terrain et de dire ceci est à moi, que la propriété privée est apparue, puis la société et les lois,
qui ont poussé les hommes à rentrer en concurrence et à se dominer mutuellement. Bon, je développerai tous ces points un peu plus dans le détail dans une autre vidéo. Là, je vous donne un maximum d'éléments pour que vous compreniez au mieux la théorie de Rousseau dans ses présupposés. Mais bon, grosso modo, c'est avec l'apparition de la propriété que c'est parti en cacahuète. Donc ce présupposé est capital pour comprendre le contrat social de Rousseau, parce que sinon on comprend pas pourquoi celui-ci pense que le peuple peut et doit même être souverain. Rousseau part du principe que tout individu sait naturellement ce qui est bon, à la fois pour lui et pour son prochain, et que c'est sa vie en société régie par de mauvaises lois qui l'a perverti. On peut déjà voir ici en partie la limite de la théorie de Rousseau d'ailleurs, dans la mesure où elle s'adresse à des hommes hypothétiquement innocents et non aux hommes pervertis par la société, ou en tout cas à des hommes qui parviennent autant que possible à revenir quelque part vers cette nature première innocente qui leur a échappé par la suite. Bon. Par conséquent, le contrat social semble davantage être un idéal qui aurait dû prévaloir dès le départ qu'un projet politique viable, mais passons, on reviendra sur ce point-là en fin de vidéo. Rousseau développe donc dès le livre 1 du contrat social un concept central, un concept essentiel dans l'histoire des idées, celui de volonté générale. Il dit qu'avant de développer une nouvelle société, il faut que chaque individu participe à l'élaboration des lois, car si chaque citoyen participe à la loi à laquelle il obéit par la suite, en obéissant à la loi, il obéit à lui-même précisément parce qu'il en est à l'origine. Évidemment, les lois en question doivent être représentatives d'un intérêt commun, il faut donc que tous les citoyens composant le corps social puissent se mettre unanimement d'accord sur la loi à laquelle ils vont obéir par la suite. Car si un individu se sent contraint d'obéir à une loi à laquelle il n'a pas adhéré librement au préalable, à laquelle il n'a pas participé, il n'est pas libre. Vous voyez, bon, quand un gouvernement, vous savez, fait passer des lois en force et que bon, nous, on est un peu obligé de les subir, on se dit bon bah, je suis pas libre, ça me saoule de devoir payer plus de taxes ou ça me saoule de que bon, il y ait cette réforme-là qui passe en force sans même qu'on demande l'avis des profs, etc. Bon, bah, vous voyez, ça, c'est voilà, ça c'est contraire à la liberté. Bah, la volonté générale chez Rousseau, donc telle qu'elle est décrite au livre 1, chapitre 6 du contrat social, c'est donc la volonté du peuple en tant qu'il est souverain et décide des lois qui vont garantir sa liberté et sa sécurité, et en tant qu'elle est la volonté de chaque individu, adhérant librement à la loi et autorisant l'ensemble du corps citoyen et politique à le faire emprisonner si jamais il s'y oppose par la suite. En effet, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que les citoyens, une fois qu'ils ont participé tous, c'est bien important ça, tous, hein, sinon il y en a un qui est pas libre dans le lot. Bon, une fois qu'ils ont tous participé aux lois et qu'ils y ont souscrit, eh bien ils peuvent être forcés à être libres si jamais ils essayent de désobéir à la loi. Cette expression paradoxale signifie simplement que si un individu désobéit à la loi, il s'oppose à sa propre liberté, puisqu'il s'oppose aux moyens par lesquels il a choisi d'être libre, les lois résultant d'une délibération collective et étant nécessaires pour éviter tout rapport de force et toute inégalité. La sanction a donc pour rôle de rappeler au criminel qu'il a adhéré à des lois conformes à sa liberté et à son intérêt sans qu'on l'y ait forcé, et qu'il n'y a aucune rupture entre son intérêt individuel et l'intérêt commun, puisque en adhérant au contrat social, on adhère aux lois qui garantissent notre liberté, et on y adhère librement, et on y participe. Donc, la loi doit prolonger la liberté de l'individu. Et en adhérant aux lois qui garantissent la liberté de tous les individus qui composent la volonté générale, eh ben, par conséquent, on adhère à sa propre liberté, et désobéir à la loi, ça revient à s'opposer à soi-même. Vous voyez, le criminel, dans la théorie de la volonté générale de Rousseau, c'est un schizophrène, quoi. Il sait plus vraiment ce qu'il veut, quoi. Il veut plus être libre, en fait. Bon, voilà, donc c'est un point qui est capital, qui est intéressant aussi par ailleurs. Donc, c'est en ce sens d'ailleurs que Rousseau distingue la volonté générale de la volonté de tous, ou volonté simplement collective.
La volonté de tous, ça serait la volonté du peuple dans un État libéral où la volonté serait faussement démocratique et résulterait du rassemblement d'intérêts privés, chaque citoyen défendant toujours son intérêt privé sans souci d'un quelconque intérêt général, ce qui explique qu'il puisse encore y avoir des conflits et des désaccords. Mais pas dans le cadre justement de la volonté générale de Rousseau, puisque l'on a affaire à des citoyens qui délibèrent, non pas en tant qu'individus aux intérêts privés, mais en tant que citoyens justement, sur ce qui est profitable à l'intérêt de tous. Bon, d'ailleurs, c'est peut-être une des failles, si on peut dire, de la théorie de Rousseau, c'est que celui qui délibère, celui qui participe aux lois, c'est un citoyen, mais c'est toujours à la fois un citoyen et un individu avec des intérêts privés. Et il doit justement délibérer en tant que citoyen. Donc bon, il y a un peu ces deux facettes. Il y a un peu ces deux facettes-là, mais bon, il faut vraiment que dans la volonté générale, on ait affaire qu'à des individus qui pensent pas perso, vous voyez, qui délibèrent en tant que citoyen. Donc ça, c'est une exigence qui fait que déjà, bon, c'est assez difficile à penser. Mais bon, passons. Bon, bien évidemment, si j'en reste là, vous allez me dire, il est bien gentil Rousseau, mais ça peut pas fonctionner du tout son truc pour un certain nombre de raisons. D'une part, on imagine mal un peuple, même éclairé et raisonnable, parvenir unanimement d'accord sur une loi et y souscrire de façon collective et absolue. Et d'autre part, même en admettant que les citoyens puissent rester sourds à leurs intérêts privés et comprendre que ceux-ci sont en réalité conformes au bien commun, on va quand même pas nous faire croire que tous les citoyens sont d'une compétence égale pour élaborer les lois. Comment ça fonctionne concrètement? Pas de panique, j'y viens. Effectivement, si on prend exemple sur la théorie de la volonté générale de Rousseau, on peut penser qu'à l'échelle de l'Union européenne ou même ailleurs, par exemple, là, je vous montre que la philosophie, c'est un truc qui est, voilà, qui est ancré dans le réel, qui est pas déconnecté du réel, hein, qu'on peut toujours avoir un point de vue contemporain quand un grand philosophe a pensé quelque chose. Donc, si on prend l'exemple de l'Union européenne, par exemple, on peut aussi prendre l'exemple des assemblées nationales. Bon, bah, aucune décision ne serait prise, étant donné qu'il n'y a jamais de vote qui soit unanime. Au mieux, il y a une large majorité, mais bon, ça reste assez rare. Donc ça, déjà, c'est un problème. En réalité, Rousseau n'est pas idiot, et il reconnaît qu'il y a bien un individu dans la masse que compose la volonté générale, du peuple, qui est plus savant que les autres et plus apte, si on peut dire, à élaborer une loi. Il s'agit du législateur. Toutefois, le législateur n'est pas au-dessus des lois. Une fois qu'il a pensé la loi, une fois qu'il a élaboré, elle est ratifiée et discutée par l'ensemble des citoyens, qui va voter pour ou contre la loi en question, pour éviter notamment que bah, il y ait des discours avec vous savez, un démagogue ou un sophiste qui embobine le peuple, parce que bon, Rousseau tient compte de ce que Platon disait, hein, la masse est influençable, donc faut faire attention à ça. Il faut pas que ça donne lieu à des discussions interminables, donc c'est par le suffrage universel que la volonté générale va s'exprimer. Donc il redevient lui aussi le législateur une fois qu'il a élaboré la loi, un simple citoyen, et il se soumet à la volonté générale. Il n'est pas au-dessus des lois. Cette solution d'ailleurs, elle a été en partie esquissée par Platon dans son ouvrage de vieillesse Les lois, dont j'aurai peut-être l'occasion de parler un jour sur cette chaîne. Mais bon, après, c'est pas du tout le même. C'est un régime politique très précis qui est décrit dans les lois de Platon, hein, donc c'est juste cette solution-là du fait qu'il y ait un citoyen qui soit en même temps législateur, mais qui redevienne simplement citoyen une fois sa tâche accomplie, qui, à mon avis, a un héritage platonicien. Bref, donc le point faible que Rousseau reconnaît à sa théorie, c'est qu'il semble impossible que tous les citoyens tombent d'accord unanimement sur une loi, et qu'il y a donc de fortes chances que certains soient amenés à comprendre la nécessité d'une loi à laquelle souscrit massivement la majorité. Hein, toutefois, l'adhésion doit rester libre en définitive, donc il n'y a pas de contradiction réelle à ce niveau-là. Bon, vous voyez, bon, c'est là que c'est un peu délicat. En fait, dans la théorie de Rousseau, eh ben, ouais, enfin, Rousseau reconnaît qu'il y a peut-être pas on va dire, une décision unanime, mais bon, voilà, il y a quand même pour lui, majoritairement, les hommes doivent pouvoir s'entendre sur ce qui doit
ce qui doit entrer en vigueur au niveau juridique, et puis les quelques-uns qui sont réticents, librement, ils doivent parvenir à comprendre que la décision qui a été majoritairement votée, elle est dans l'intérêt de tous et ils y adhèrent librement. Donc à l'arrivée, le but c'est que l'adhésion à la loi soit libre de toute façon. Bon, ouais, bon voilà, c'est un peu le point délicat dans sa théorie. L'idée géniale en revanche de Rousseau et qui développe au livre 3 du contrat social, après avoir démontré au livre 2 qu'il ne devait pas y avoir d'intermédiaire entre la volonté du peuple et son application pour préserver la liberté de chacun, c'est celle de la séparation des pouvoirs qui va permettre au peuple justement de conserver sa souveraineté. En effet, je rappelle que pour Rousseau, si jamais le peuple obéit à des intérêts qui ne sont pas les siens ou à des lois auxquelles il n'a pas participé, ou à des lois qu'il n'a pas ratifiées, il n'est plus libre, il perd sa liberté. Donc pour Rousseau, le souverain, quoi qu'il arrive, reste le peuple, car c'est lui qui décide ou non d'adhérer librement à la loi qui est proposée. Donc on comprend mieux comment ça fonctionne si on parle un peu du livre 3 et si on reste pas bloqué au livre 1 à la volonté générale, sinon ça nous paraît abstrait et complètement fumeux. Donc sa fonction est législative, comme le dit Rousseau. La volonté générale ne peut pas errer indéfiniment, dans la mesure où il est nécessaire que les lois soient appliquées une fois qu'elles sont unanimement et librement votées. Une fois qu'on y a adhéré de manière unanime, or, ça, c'est l'État qui doit s'en charger. Rousseau reconnaît donc qu'une structure étatique est nécessaire, mais il lui enlève tout pouvoir législatif pour éviter les débordements totalitaires que cela pourrait impliquer. À la place, il devra se contenter d'une fonction exécutive. Donc ceux qui sont à la tête de l'État, donc une fonction d'exécutant, ils font appliquer les lois élaborées par la volonté générale et souveraine du peuple. Disons que, pour faire simple, le peuple c'est le cerveau, et que l'État, c'est les membres qui mettent en mouvement l'ensemble du corps une fois les décisions du cerveau prises. Et évidemment, l'État qui exécute les lois de la volonté souveraine du peuple est constitué d'individus qui sont des citoyens de la volonté générale. Ils ne sont donc pas distincts de celle-ci ou au-dessus des lois, eux non plus, ils sont soumis aux lois. Donc ils seront forcés à être libres par le reste du peuple s'ils outrepassent leurs prérogatives, bien entendu. Donc voilà, pour résumer dans les grandes lignes, pour Rousseau, la liberté passe par une organisation collective au sein de laquelle je ne suis pas soumis à la volonté arbitraire d'un autre, mais pour que je ne sois pas soumis à la volonté arbitraire d'un autre, il faut que chaque membre de la communauté citoyenne participe librement à l'élaboration de la loi à laquelle il obéit, par un processus de ratification. Toutefois, étant donné que le citoyen n'est pas que citoyen et peut aussi être aveuglé par la facette d'individu privé qui le constitue, il doit être forcé à être libre par la force coercitive de l'État qui a pour tâche de faire appliquer les lois résultant de la volonté générale et souveraine du peuple. On pourrait se demander à quoi correspond la théorie de Rousseau en termes de régime politique et se demander s'il s'agit d'une démocratie non contradictoire qui aurait réussi en quelque sorte, puisque c'est le peuple qui est souverain. Et ben justement, c'est ça on va dire la confusion qu'il faut pas faire, c'est qu'en fait, c'est pas tellement dans une démocratie, c'est le pouvoir au peuple, mais c'est toujours la majorité. Vous voyez? Là, c'est pas la majorité ou une petite majorité, il faut que ça soit la volonté générale, donc l'ensemble du peuple qui soit souverain. Et il se trouve que Rousseau ne se prononce pas en faveur d'un régime politique en particulier, dans la suite du livre 3 du contrat social, et il montre que tout dépend de la proportion démographique du peuple. Au plus les individus sont nombreux, au plus il faut que le pouvoir exécutif de l'État soit ferme et concentré dans les mains d'un seul pour que les intérêts de la volonté générale soient respectés, car cet intérêt risque de se diluer avec l'augmentation de la masse humaine qui compose le peuple. Au plus un peuple est nombreux, au plus il y a des risques pour qu'il y ait des criminels ou qu'il y ait des individus qui s'opposent à la volonté générale en perdant de vue l'intérêt qu'ils ont à y obéir. La forme monarchique ou démocratique, par exemple, correspond donc dans l'idéal à une certaine proportion démographique selon Rousseau. C'est dire à quel point il s'est creusé la tête. Et il a montré en fait par la suite que le régime politique qui correspond, en fait, ça dépend de la proportion
démographique des citoyens. Bon, bref, je vais pas développer davantage ce point, je pense en avoir dit assez. Donc voilà, je pense que j'ai assez développé la théorie politique de Rousseau pour cette fois. Ce qui pose problème, c'est le fait que Rousseau admette lui-même à l'issue du contrat social qu'un tel régime correspondrait davantage à un peuple de Dieu qu'à un peuple d'hommes, et semble essentiellement impossible à mettre en place à cause de l'égoïsme humain tel qu'on le connaît actuellement. On peut donc se demander si une souveraineté du peuple est possible, seulement hypothétiquement en tant qu'idéal vers lequel nous devrions essayer de tendre, parce que bon, on pourrait se dire, ah mais ouais, ça sert à rien ce que Rousseau il nous a raconté, hein. Mais bon, on pourrait défendre Rousseau justement en montrant qu'il nous a montré un idéal régulateur, un idéal vers lequel on doit essayer de tendre à titre indicatif. Et on peut quand même se demander si historiquement il est possible d'attester de l'existence de celui-ci, ou en tout cas d'un régime politique capable de s'en rapprocher. Est-ce qu'il existe un point de contact avec le réel qui permettrait justement de voir si on peut se rapprocher de cet idéal rousseauiste? C'est ce que l'on verra la prochaine fois. En attendant, je vous remercie si vous m'avez écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt.